Salut Alexis, Salut Raph, comment ça va? ça va et toi? Ouais, bah écoute, pas mal, très content de passer une petite heure avec toi et avec d'autres PM et voilà, parler un peu de vibe coding éclairé et puis de vibe coding éclairé au PM surtout, parce que je pense que c'est un vrai truc, quoi. Carrément, moi je suis super content de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà des gens connectés. Je vous dis bonjour dans le chat aussi. N'hésitez pas donc à réagir si besoin dans le chat. Il y a aussi une section, un petit onglet questions qui me permettra aussi d'afficher les questions en live sur l'écran. Donc si vous avez des questions, essayez de privilégier cet onglet-là pour que je puisse les afficher. Et puis trop cool, on va laisser encore 2 minutes, histoire que d'autres personnes nous rejoignent du coup. Carrément, bah c'est cool. En plus, bon, il y a ce monde du vibe coding et de l'IA évolue en permanence. Il y a eu une grosse news hier, je ne sais pas si tu as vu peut-être hier soir le nouveau modèle de chez Anthropic. Ouais, Fable 5. Exactement, ouais. Bon, qui, à mon avis, n'a pas vraiment d'intérêt pour notre sujet du jour ou pour la plupart des gens, mais qui est quand même une grosse annonce. Ouais, grosse annonce. Alors là, apparemment, jusqu'au 20 juin, un truc, ou 22 juin, je crois qu'on s'est intégré au modèle, enfin non, au forfait max Aux abonnements, ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va aller s'amuser avec. Et puis après, ça va coûter cher. Donc, à mon avis, ça sera moins évident Ouais. pour tout le monde, quoi. Moi, si j'ai un conseil pour les gens, c'est de ne pas aller le tester, pour Ah ne ouais? pas être dégoût, pour ne pas être accro. C'est aussi simple que ça. Mais non, mais c'est un modèle qui est très puissant, mais qui est trop puissant pour la plupart des gens. C'est un modèle pour faire de l'ingénierie logicielle. Mais non, je plaisante, hein. Évidemment, tout le monde peut le tester, mais ça consomme trop de ressources, de quotas par rapport aux besoins, je pense, de la plupart des gens. Ouais, carrément. Ouais, c'est une À question. l'échelle du monde, c'est plutôt intéressant qu'on dispose de cet outil. Ouais, surtout ils avaient fait un gros buzz là-dessus avec Missos il y a quelques mois. Ouais, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est arrivé aussi en même temps que l'alerte qu'ils ont mise. Tu sais, Claude a dit attention, arrêtez de vibe coder, on est en train de surconsommer et tout ça. Et puis après, il balance, il balance Fable 5, donc c'est assez contradictoire, Ouais, bah, mais rigolo. c'est un peu la course aux annonces et tout. Mais bon, on va pouvoir démystifier un petit peu tout ça, justement, maintenant. Yes, et ben, moi je pense qu'on peut y aller, on peut démarrer, Eh Alexis. ben, c'est parti. Je vais commencer par vous partager mon écran. Juste quelques petits rappels très, très rapides. Attends, je vais juste te mettre sur le côté. Désolé, hein, petite organisation d'écran. C'est bon, comme ça, je serai plus à l'aise Oh, pour pas... prends ton temps, fais ce qu'il faut, t'inquiète. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, bon, on va faire une petite démo de vibe coding aujourd'hui surtout, et on va essayer de voir comment on peut faire ça de manière un petit peu intelligente et justement sortir un peu de la discussion autour des modèles et tout, mais parler un peu plus de méthodo. Le seul rappel que j'aimerais faire, bon, le terme vibe coding, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on en parle. En fait, c'est pas un truc de développeur ou pas développeur. Bon, les développeurs n'aiment pas trop ce mot, mais il y a des développeurs qui font du vibe coding, parce qu'en fait, le vibe coding, c'est juste de choisir de ne pas relire le code qui est produit par l'IA. Ça, c'est ma définition, en tout cas, ça ne fait pas forcément un consensus absolu, mais voilà. Donc, il y a des développeurs qui choisissent ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la plupart des gens, ils ne savent pas lire et écrire du code, de toute façon. Donc, voilà, j'ai la chance d'en côtoyer beaucoup dans la communauté no-code. Donc, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Et donc, ça, c'est une vision un petit peu caricaturale que peuvent avoir les devs. C'est-à-dire que d'un côté, le vibe coding, c'est ce qu'on pourrait appeler ça un peu le mode YOLO. On appuie sur continue tout le temps, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, il y a les ingénieurs qui travaillent sérieusement, qui font du AI Assisted Engineering, du AI-Driven Development. Il y a plein de termes maintenant. Andrei Karpathy lui propose le terme Agentic Coding. Parce qu'en fait, Andrei Karpathy, il dit le vibe coding, c'est bien que beaucoup de gens puissent faire des choses un peu simples. Et c'est bien aussi que les ingénieurs puissent attaquer des problèmes beaucoup plus techniques grâce à l'IA, et notamment grâce à ces nouveaux modèles, grâce aux nouveaux harnais, etc. Et ça relève le plafond de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, André Karpathy, c'est celui qui a inventé finalement ce mot de vibe coding. Ouais, exactement. Ouais. Bon, je ne refais pas tout l'historique, mais il a fait un tweet qui est devenu viral et il ne renie pas du tout ce terme, mais il dit les choses ont évolué et les agences sont devenues assez intéressantes pour les devs également. Et donc, en fait, entre les deux, moi, je trouve qu'il y a un peu ce que j'appellerais un peu le vibe coding éclairé. Et en fait, le vibe coding éclairé, c'est juste d'essayer de se dire,
En fait, vous n'allez pas devenir développeur ou développeuse si vous ne l'êtes pas encore. Par contre, il y a plein de petites choses que c'est bien de savoir qu'elles existent, en quelque sorte. Et donc ici, on a probablement pas mal de gens qui sont PM avec nous. Donc là, on voit que ça fait partie des choses qui, à mon sens, font partie du socle, vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être expert en PM pour faire du vibe coding. Si on l'est, c'est très bien. Mais pour les gens, moi, je m'adresse aussi à des gens qui sont un peu plus généralistes, on va dire, et j'essaie de leur dire, comprenez aussi c'est quoi les méthodologies des PM, le product discovery, etc. Enfin bref, toutes les étapes, tout ça. Et de la même manière, pour les PM, il faut aussi comprendre un peu les fondements de l'informatique. Enfin bref, voilà, c'est une petite roadmap. Ça ne veut pas dire qu'il faut être expert de tout ça, ça veut dire qu'il faut un peu développer une culture technique, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça le point. Si on veut faire des choses techniques, il faut développer une petite culture technique. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces sujets, hein, évidemment, mais juste proposer une petite méthodologie pour essayer de faire quelque chose, et c'est ce qu'on va appliquer hein, vraiment dans la démo. Donc, je vais aller un peu vite, mais c'est un petit rappel. Et aussi essayer de placer quand est-ce qu'on a besoin des humains, parce que moi, je pense que vraiment, à aucun moment, on doit enlever les humains de l'équation et de la création logicielle, mais donc, notamment dans la préparation. Donc ça, c'est ce que vous autres PM connaissez très bien, mais c'est vraiment la réflexion autour du produit, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on veut le faire, est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on a bien interrogé les utilisateurs, et tout ça, c'est de la préparation, je ne sais pas d'ailleurs les outils que toi tu utilises, des schémas dans Whimsical, dans Notion peut-être, un peu un mix de tout ça. Donc voilà, donc là, il y a quelques livrables. Donc ça, je passe vite là-dessus parce que ça, c'est ce que vous savez déjà faire pour la plupart, je pense, d'entre vous qui sont là. Et ça, en fait, ça peut amener à ce que j'appellerais donc un document qui va être le PRD, donc le Product Requirement Document, où là, on va pouvoir commencer à travailler avec de l'IA. D'ailleurs, j'ai mis IA, mais là, ça pourrait être humain/IA, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire. On va donner en fait tout ce qu'on a dans sa préparation à l'IA pour qu'elle nous synthétise tout ça pour le donner ensuite à un agent qui va faire le développement, parce que ça, on est d'accord qu'on ne va pas écrire le code. Et si on donnait ça à un humain qui fasse le développement, ce n'est pas exactement la même chose que si on donne à un agent. Un agent, il y a certaines choses qu'il a besoin de savoir, certaines qu'il n'a pas besoin de savoir. Et le mieux pour ça, c'est de demander à Claude, par exemple, de faire ce cadrage, de faire ce PRD. Et ensuite, ce PRD, vraiment, littéralement, on va juste le copier-coller dans un outil, quoi. Alors, il y a des notions d'architecture technique. Là, ça va dépendre. Vous allez voir que là, on ne va pas faire aucun choix technique, on va laisser la machine, on va laisser l'IA faire les choix à notre place, parce que, en fait, cette notion d'architecture technique, il y a plein de gens, c'est là où il faut quand même une certaine culture informatique pour pouvoir faire des choix. Est-ce qu'on fait du Python, est-ce qu'on fait du React, est-ce qu'on fait du machin, bon. Mais l'IA peut très bien vous conseiller là-dessus, en tout cas dans des projets taille limitée, quoi. Et puis des fois, en fait, vous serez dans des projets où il y aura déjà des contraintes. Il y a aussi des contraintes, hein, si vous voulez héberger facilement quelque chose, mieux vaut faire du HTML, du JavaScript que du Python. Ou Python pour héberger, c'est pas forcément évident. Enfin. Et puis ensuite, c'est le développement. Donc là, c'est vraiment l'IA qui se charge du développement, mais vous avez un rôle à jouer. Enfin, tout le monde, le vibe codeur, la vibe codeuse a un rôle à jouer dans les tests. Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. C'est pas du tout inné et facile de tester quelque chose, de tester un produit numérique. Parce que l'IA, elle va toujours vous dire que ce qu'elle a fait, c'est parfait, quoi. Elle va jamais vous dire. Et en fait, les IA, elles ont des lacunes et donc elles vont développer des choses qui vont avoir des limites. Et donc, c'est à vous de tester. Mais de tester, en fait, le but, quasiment, les tests, c'est vérifier que fonctionnellement, ça fait ce que vous avez attendu. D'où la première étape très importante de bien avoir défini ce que l'on veut faire. Donc, tester que ça fonctionne. Et puis ensuite, essayer de faire bugger, littéralement. C'est-à-dire mettre des caractères bizarres, faire des choses qui ne sont pas attendues pour voir comment ça va se comporter. L'IA peut vous aider aussi à ça. Vous pouvez demander à l'IA de vous faire un cahier de recettes, de vous dire quoi tester, mais il faut essayer d'aller au-delà, quoi, vraiment. Et ça, c'est pas évident. Avec Xavier, qui je crois est présent, on a fait un épisode de podcast. On fait un podcast ensemble qui s'appelle Radio Vibe Code, et on a fait un épisode dédié aux tests. Alors les tests, c'est très vaste, hein. Il y a aussi tout ce qui est tests automatisés et tout. Mais voilà, vraiment, bon, je le donnerai à la fin dans les ressources, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Voilà. Et en fait, ça, c'est une boucle. Vous allez faire des tests, vous allez dire à l'IA, bah non, ça marche pas, ça marche. Et puis, c'est une boucle. Et puis, à la fin, vous allez avoir un livrable. Et après, il y a la mise en production, qui est un sujet dont personne ne parle jamais sur LinkedIn. Vraiment, je ne sais pas qui est. Et je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, en réalité, c'est quand même assez compliqué, malheureusement, même aujourd'hui. Alors, si on fait que du front, c'est plutôt simple.
Si on veut commencer à avoir une base de données, à faire des choses un peu multi-utilisateurs, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où on commence à avoir aussi des problèmes de sécurité, de performance. Mais voilà, ce n'est pas une fatalité. Il y a des outils, on va voir, on va essayer dans la démo de pouvoir aller jusque-là. Mais voilà, ce sujet-là, c'est la plus petite case, je crois, mais en réalité, c'est quand même le sujet le plus compliqué. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit quand on a préparé. Je t'avais dit, si on peut aller jusque-là, c'est cool parce qu'effectivement, personne n'en parle. Et Ouais. c'est top. Et il y a un truc dont tu parlais dans les tests, mais que j'ai lu dans ton bouquin, donc le vibe coding éclairé, que j'ai kiffé, c'est le happy pass ne suffit pas. Essayer de casser l'application avec des données inattendues. Et, et c'est vrai que bah, quand tu n'es pas dans le produit ou que tu n'es pas dans le développement, bah, tu as tendance à faire t'as tendance à faire le chemin passant, comme on dit. Donc, c'était assez cool de voir ça dans dans ton livre et dans la presse d'aujourd'hui. Et moi j'ai été développeur pendant longtemps, hein, et en fait, même quand tu es dev, c'est très dur de tester. En fait, tu as des biais. Si tu as codé quelque chose toi-même, tu as des biais où tu vas pas, même limite, ton cerveau, il n'a pas envie d'aller tester les trucs qui risquent de faire bugger parce qu'en fait, parce que c'est toi qui vas devoir corriger, quoi. Là, c'est un peu différent, comme c'est l'IA qui fait, mais ouais, donc c'est cool. Et voilà, hein, globalement, donc oui, on va faire un cas qui ne va pas être trop compliqué pour avoir le temps, puis avoir le temps un petit peu de faire des questions-réponses et tout, mais on va aller jusqu'à la mise en ligne, et j'espère que tout va bien se passer, mais je pense que... Donc alors, j'ai mis 15 minutes, mais en fait, on a un peu plus de temps que ça, mais voilà. Alors, on va faire un truc dont j'ai vraiment besoin et qui peut-être pourra servir à certains d'entre vous. C'est pas toujours évident d'arriver à trouver une bonne démo et de faire quelque chose qui a un peu de sens. Donc, en fait, on va faire une petite application qui va aider à animer un atelier à distance. J'imagine que certains d'entre vous ont dû être confrontés à ça. Ce n'est pas évident. Alors, il y a des petits outils qui sont à l'intérieur de Google Meet, etc. On peut séparer en salles et tout. Mais il n'y a pas un truc un peu bien où... alors, on a juste donc, la liste des participants, un timer. En fait, c'est un peu con, hein, mais moi, je vois tout le temps des gens qui vont dans Google, qui demandent un timer et tout quand ils commencent leur presse. Bah, là, on va faire une application où il y a un timer. Et un petit outil d'icebreaker, parce que ça, c'est quand même important quand on démarre. Un petit outil de vote, on en a souvent besoin aussi. Et puis, un petit système de post-it virtuel. Donc, encore une fois, la première version, ce qu'on va faire, c'est qu'elle sera mono-utilisateur. Elle sera en fait utilisée par l'animateur qui partage son écran, ou l'animatrice. Et donc, ce sera lui qui remplira tout. Ça va nous simplifier un petit peu la question de l'architecture, parce que comme ça, il n'y aura pas besoin de back-end. Et ensuite, on va essayer, si on a le temps, c'est le petit challenge, mais de faire un back-end, on utilisera un outil un peu spécifique, mais ça nous permettra d'évoquer un petit peu ces questions de back-end aussi, justement. Alors, comment on fait ça? Je vais changer le partage. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant ou pas. N'hésitez pas, hein, je suis allé un petit peu vite, mais bon, c'est pour qu'on passe plutôt du temps dans la démo, c'est plus intéressant. Hop, écran 1. Donc là, vous devez voir tout mon écran. Et du coup, oui, j'ai complètement oublié de rouvrir. C'est pas grave, on va rouvrir au fur et à mesure les choses. Donc Claude d'abord. Oui, il y aura bien, Tanguy, il y aura bien un replay après. La question classique. Donc, on est dans Claude. Donc, comment on va faire? Alors, là, on va faire une version un petit peu raccourcie parce qu'on ne va pas faire tout le travail amont de vraiment de définir tout le user journey, etc. Mais quelque part, bon, le besoin est quand même aussi un peu limité. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai un petit prompt, mais vraiment hyper basique, hein, parce que, bon, je pense que tout le monde a compris que le prompt engineering, c'est plus trop un sujet, et que les IA sont devenues tellement intelligentes qu'on n'a pas besoin de leur faire des trucs vraiment compliqués. Donc, je mets un petit prompt. Alors, je lui mets le fameux « tu es un expert », en plus, apparemment, maintenant, ça ne sert plus du tout à quoi que ce soit de faire ce genre de choses, mais ce n'est pas grave. Donc, je lui dis « tu es un expert en développement applicatif, tu vas rédiger un PRD pour voilà, contenter de la partie fonctionnelle, pas de choix technique, faire des lots, faire de manière hyper itérative. » Je pourrais vous le redonner, hein, mais c'est pas une recette magique, ça ne sert à rien d'utiliser ça tel quel. C'est juste un mémo pour moi, pour les différentes choses que je veux faire. Donc d'abord, je vais remplir. Donc ce que j'aime bien faire, c'est juste lui donner le contexte quand même. Donc à Claude. Donc alors désolé, je vais me répéter un petit peu par rapport aux besoins d'avant. Donc là, je lance un petit outil que j'ai fait qui va enregistrer.
Alors, le contexte de cette application, c'est que je fais j'anime des ateliers à distance et que c'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu pénible. Donc, j'aimerais faire une petite application qui m'aide à l'animation. Et donc, ça sera une petite application web où je partage mon écran comme ça et où j'ai différents outils que je vais te décrire après. Hop, donc je colle ça. Donc, le principe, alors on va simplifier un petit peu pour ne pas perdre trop de temps et pas faire 12 000. Donc, la description, donc là, je vais lui redire un petit peu. Donc, j'aimerais que sur l'application, il y ait un petit tableau de bord et qu'il y ait plusieurs icônes qui me présentent les outils que je vais pouvoir utiliser. Alors, première chose, c'est que je veux définir la liste des participants de mon atelier pour pouvoir les utiliser dans différents outils. J'aimerais avoir un timer, j'aimerais avoir un outil pour faire un icebreaker. Donc, propose-moi des idées un peu sympas pour faire un icebreaker. Mais voilà, l'idée, ça soit que ça affiche une question pour chacun des participants et puis qu'ils y répondent et qu'on fasse à tour de rôle. L'application est mono-utilisateur, c'est l'animateur qui gère tout et comme ça fait sur le partage d'écran. Un outil pour faire des votes aussi, où chacun dit son vote et puis l'animateur les met dans l'application. Et enfin, un petit outil aussi de post-it virtuel, voilà, pour avoir à l'écran bien tout ce que rassembler les idées de chacun. Hop, bon voilà, hein, je fais ça vraiment, c'est la manière la plus simple de parler. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. J'aime bien en fait faire un mix entre parler et écrire et relire ce que j'ai dit. Et vous verrez qu'un truc qui sera très important, c'est de bien relire ce que Claude va faire. Et donc, je vais dire, hop, pour le design, tu vas utiliser mon design system. En fait, j'ai un petit design system que j'ai fait. Si ça ne bug pas. Hop, merde. Attendez, je vérifie juste que le lien, c'est parce que j'ai un petit problème avec mon truc de complétion. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Juste, je vous montre. C'est un petit que j'utilise moi, c'est très perso, mais en fait, c'est un petit système néo-brutaliste parce que j'adore ce design. Et en fait, j'ai fait une version en Markdown de toute cette description. Et donc, ça, je le donne à mon IA. Et donc, en fait, elle va pouvoir avoir toutes les informations. Voilà, rien de plus. Alors maintenant, il y a le choix du modèle. Donc, on pourrait utiliser Fable. Très franchement, je ne trouve pas que ça soit vraiment très pertinent pour faire ça. Je pense que c'est trop. Même Opus, quelque part, c'est trop. Mais on va se dire que bon, ça vaut le coup d'investir un petit peu, d'utiliser un bon modèle quand même pour faire le PRD. Parce que si on fait un bon PRD, eh ben, après, on se facilite le développement, quoi. On a une petite question, Ouais. Alexis, dans le chat. C'est, tu mentionnes pas les contraintes dans le prompt? En fait, alors s'il y en avait, il faudrait les mentionner. Là, j'en vois pas forcément. Est-ce que tu penses à quelque chose comme contrainte? Peut-être que j'ai oublié. Yvan, est-ce que tu as une idée? Mais Vous avez qui posait la question. ouais, alors pour répondre à Franck, non, j'ai rien configuré de spécial. Moi, j'utilise vraiment les outils IA très vanilla, comme on dit chez les devs, avec très peu de configuration. Moi, j'ai très peur de l'over-engineering. Et je pense, très franchement, qu'aujourd'hui, des modèles comme Opus 4.8, en fait, il n'y a pas besoin de leur dire grand-chose. Vous leur demandez des idées, ils vont vous donner des idées, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas besoin de donner des techniques de brainstorming. Les techniques de brainstorming que vous allez leur donner, ils sont déjà absorbés dans les connaissances d'Internet, dans leur entraînement. Donc, moi, j'utilise très simple. Je ne dis pas que ce n'est pas la peine. J'ai des projets dans Claude, évidemment, mais qui sont plus, pour moi, me faciliter la vie et grouper à un même endroit mes discussions. Allez, j'appuie sur Entrée, comme ça, on ne perd pas de temps. Yes. Et pendant que ça mouline, attendez, ce qu'on va faire, c'est que pour pas trop s'en mêler et perdre tout le monde. En fait, alors juste pour présenter un petit peu la suite, donc on va, en fait, ce prompt, enfin ce PRD, vu qu'on aura un PRD, on va le mettre dans deux outils différents. En fait, on va faire une approche avec Zeit, qui est un outil un peu comparable à Lovable, qui est plutôt spécialisé pour faire des outils internes, que j'aime bien, qui est
très simple, c'est pas pour faire de la pub pour eux, hein, mais voilà, comme ça vous le verrez. Il a l'avantage de tout gérer, l'hébergement, le contexte d'exécution, etc. Mais comme je n'ai pas envie de vous montrer que ça et que je sais que certains d'entre vous aiment bien les outils un petit peu plus rustiques et un peu plus choses à la mode comme Claude Code, etc., je ne vais pas utiliser Claude Code, juste parce que j'ai envie de vous montrer un autre outil qui s'appelle OpenCode, qui a une version open source et qui a un avantage, c'est de permettre de choisir le modèle qu'on veut. Et pour ça, en fait, donc OpenCode, on peut le connecter à OpenRouter, qui est une méta-API qui agrège tous les modèles de LLM, quasiment, enfin, vraiment des millions. Et donc, ça va nous permettre de ne pas utiliser Claude pour faire le développement de notre application, mais d'utiliser DeepSeek, qui est en ce moment un des modèles, alors, attendez, je ne sais pas, je crois qu'il y a des rankings quelque part, en attendant que ça génère, hein, qui est un des modèles les plus utilisés, DeepSeek V4 Flash. On va utiliser le Pro parce qu'il est un peu meilleur, donc on est sur des coûts quand même qui sont intéressants. Mais voilà, c'est juste pour montrer autre chose. Mais là, très franchement, on va quand même être sur un outil qui n'est pas très compliqué techniquement, n'importe quel modèle d'IA quasiment, que ce soit Sonnet, que ce soit GPT, GPT 5.5 pour le coup est assez puissant, enfin, tout le monde pourrait le faire. Alors, ça prend pas mal de temps. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Il est en train de faire le PRD en Markdown. Donc, on va voir. Mais peut-être je peux rebondir déjà sur cette partie-là. Tu dis aussi dans ton bouquin un truc sympa, et on en parlait chez Yeta il n'y a pas longtemps. Tu disais, en gros, l'idée, c'est de passer, mieux tu passes plus de temps en amont à cadrer, mais tu as moins d'itérations après dans le code et moins de bêtises qui sortent, que l'inverse, en fait, directement aller tête baissée dans le code et ensuite devoir itérer et puis créer de la dette technique, etc. Et je donnais un peu ce même conseil, moi, à des PM chez Yeta en leur disant, si tu veux vraiment que, aussi, même en termes de consommation de tokens, par exemple, quand tu vas itérer avec Claude ou avec, Claude, tu vois, c'est assez cher, c'est assez consommateur et tout. Bah, en fait, mieux tu passes 10 minutes à bien réfléchir. Alors, moi, j'aime bien travailler le prompt en amont, mais après, peut-être qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est peut-être plus nécessaire. Mais en tout cas, se poser les bonnes questions et donner le bon contexte, tu vois, à l'IA pour sortir, pour avoir vraiment une très bonne version et surtout pas avoir à faire 15 itérations qui te coûtent beaucoup en token. Donc, c'est aussi une philosophie que j'aime bien, que j'aime bien et que je voulais, voilà, qui résonne avec ce que tu es en train de faire. Et le PRD est arrivé, donc je te laisse continuer. Ouais, non, mais tu fais bien de préciser ça, d'autant que là, bon, on est dans une démo, donc on va un peu vite, mais vraiment, enfin, on aurait pu, on en avait discuté un peu, on aurait pu passer toute la démo à juste discuter de la phase amont, mais c'est dommage de ne pas faire toute l'implémentation. Donc voilà, mais vraiment, il faut passer du temps. Et juste pour répondre à Tanguy, sur le côté chain of thought, etc., en fait, ce qu'il faut bien savoir, hein, c'est qu'aujourd'hui, tous les modèles qui résonnent, de toute façon, font de manière intrinsèque, on va dire, de la chaîne de pensée et tout. Encore une fois, ça ne coûte rien de le préciser, et surtout sur les petites IA. Sur les gros modèles, c'est moins... Ouais, tu peux aussi demander, alors ça se fait beaucoup maintenant, tu demandes de te fournir le chain of thought et tu vas rebondir sur un endroit particulier du chain of thought qui te convient pas, juste pour aller affiner. Au lieu de faire toi-même le chain of thought, tu le laisses faire, mais tu lui demandes de te le montrer pour pouvoir affiner juste le morceau qui ne te convient pas. Ça marche aussi. Et c'est vrai que c'est un bon point, et là, on ne va pas le faire. Mais moi, quand j'ai un peu de temps et que j'ai envie de vraiment travailler un peu sérieusement sur un projet, en fait, j'aime bien lire là toutes les réflexions, les trucs. Alors, c'est souvent en anglais, mais bon, si on parle anglais. Et je trouve que c'est assez intéressant pour comprendre la manière de penser des IA. Donc, voilà, ça prend du temps. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'on gagne tellement de temps avec ces IA qu'en fait, une partie de ce temps gagné, il faut le réinvestir dans la qualité, dans la lecture. Et donc là, bon, encore une fois, je vais un peu contredire ce que je dis. On va un peu copier-coller un peu directement le PRD. On va quand même le survoler. Donc, on a le contexte, on a les principes généraux, le côté utilisateur, partage d'écran, navigation simple, le design, les lots. Ça, c'est important, les lots, parce que ça permet, même si les IA sont très bonnes maintenant, les harnais sont très bons pour faire des très longues boucles. Moi, j'aime bien travailler par lot pour tester au fur et à mesure et pas partir trop loin aussi dans des choses. Donc voilà, le socle, le timer.
Alors, le Icebreaker, il nous a proposé plusieurs formats. Ça ne coûte pas grand-chose, on va tous les faire. Très franchement, c'est plus simple que d'en choisir un. Ça, c'est un peu le truc sympa avec le code, le vote et puis le tableau de post-it virtuel. C'est pas mal, mais je pense qu'il est quelle heure 25, on devrait réussir à faire ça. Donc, on va copier ça. On va aller dans Zeit d'abord. Comme ça, je vais lui dire, voilà, je vais copier-coller brutalement. Et voilà, on lance et je vais le laisser travailler. Et pendant ce temps, je vais ouvrir une autre fenêtre. Sur Zeit, tu voulais pas faire le multiplayer? On va le faire en 2 temps quand même. On le fait en deux temps. Ouais, je préfère. Bon, voilà, on va laisser travailler. Et puis ici, je vais ouvrir une fenêtre de terminal. Donc là, on va passer un peu plus en mode Matrix. Je vais dans le dossier de dev. On va faire un dossier proto, app, animation. Voilà, je vais là-dedans. Et je vais ouvrir OpenCode. Alors, n'hésite pas à me dire si on ne voit pas très bien. Je peux un peu zoomer. On voit très bien la matrice. Ouais, ouais, ça va, c'est bon. Bon, de toute façon, on ne va pas laisser très longtemps. Donc voilà, OpenCode. Donc là, on voit que je l'ai déjà configuré avec DeepSeek V4 Pro. En fait, ce que je vais faire, juste quand même, c'est que là, dans ce PRD-là, il n'y a aucun choix technique parce que, par exemple, pour Zeit, c'est contre-productif de lui donner des choix techniques parce que Zeit, de toute façon, il va toujours faire du HTML, CSS, JavaScript, il va utiliser ses propres frameworks. Si on était un peu joueur, on pourrait se dire qu'avec OpenCode, je fais une version avec Python, mais ça va nous embêter un peu plus qu'autre chose. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais copier-coller. Je vais dire, voici un PRD à développer. Hop, je copie-colle ça. Donc, vous voyez, il y a 190. Je vais lui préciser quand même, juste un peu techniquement, je veux une application front en React vite qui sera déployée sur Netlify. Je reviendrai sur Netlify après, mais ça va nous gagner du temps, un peu, ça va nous faciliter un peu la vie. Et c'est complètement adapté, c'est un choix technique qui est complètement adapté à ce qu'on veut faire. Et donc, on lance, et donc, on est parti. Alors là, c'est le moment un peu où, si vous avez des questions, c'est le bon moment parce qu'on va les laisser un peu mouliner. Je vais juste vérifier que dans Zeit, il ne s'est pas arrêté. Bon, tous les outils tels que Zeit, Lovable et tout se sont vachement améliorés, donc ils sont capables de travailler assez longtemps en autonomie. Ils ne sont pas aussi bons que du Cloud Code, que du Open Code, que du Codex, qui sont vraiment des harnais professionnels, on va dire, de développeurs. Mais voilà, j'ai bon espoir que là, ce qu'on lui a demandé, il fasse tout en one shot. Donc voilà, globalement, on est sur du one shot. Ok. Moi, j'ai une petite question avant de prendre les questions. Je vais laisser à tout le monde. N'hésitez pas à mettre plutôt les questions dans l'onglet questions pour que je puisse les afficher, s'il vous plaît. Ça sera plus facile. Moi, du coup, j'ai une petite question. Open Code, donc tu as dit que c'était de l'open source. Tu l'as installé a priori, c'est quoi? C'est sur le terminal. Enfin, du coup, tu interagis directement dans le terminal de ton ordi. Ouais, c'est ça. Alors pour l'installer, c'est très simple, mais ça se fait effectivement à travers le terminal. À travers le terminal. Il y a une petite ligne de commande voilà, là, qui est là à faire, suivant ce que vous utilisez. Et ensuite, ça se lance comme ça. Alors, tous les outils, donc c'est vraiment l'équivalent de Cloud Code. Moi, j'aime bien, je trouve que l'affichage est un petit peu différent là, pour les gens qui connaissent Cloud Code. Il n'y a pas cet affichage-là, le panneau de droite. Moi, j'aime bien parce que là, en fait, on voit tout de suite la fenêtre de contexte. On voit tout de suite la to-do, sur quoi il est en train de travailler. Bon, c'est des petites choses d'interface. Et donc, c'est entièrement gratuit. Et l'outil en lui-même est gratuit. Ouais. Par contre, après, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai branché une clé OpenRouter. Oui, c'est ça. Et donc là, moi, je suis facturé par OpenRouter. Mais Donc, je suis facturé. C'est 10 € par mois, je crois, pour avoir accès un peu à tous les modèles. Enfin, allez, je m'étais arrêté là, moi, mais... Alors, je crois qu'ils ont un mode un peu forfait. Moi, j'utilise à la consommation. En fait, je me prépare au futur et je suis plutôt à la consommation parce que ça me permet de suivre. Et là, vous voyez, de toute façon, on verra à la fin combien ça a coûté. Ouais. Mais là, vous voyez que là, on est à 4 centimes pour l'instant. Bon, il est en train de mouliner, il n'a encore pas fini. Ouais, parce que sur Cloud Code, ça va très vite. Surtout que plus il y a de contexte, plus ça coûte cher. Donc, il faut lui demander d'extraire tout le contexte, de refaire démarrer dans une autre discussion. Enfin, ça peut aller très vite.
enfin, ça Ouais, peut aller chiffrer très vite ou te massacrer ton forfait très rapidement, quoi. ouais, clairement. Mais tu vois, par exemple, typiquement, ce projet-là, donc Claude Code, je vous invite vraiment à utiliser le modèle Sonnet qui consomme les limites 2 fois moins vite que Opus, quoi. En fait, ils ont fait simple, ils ont fait une x2. En fait, donc il y a Haiku qui est le petit modèle qui en fait est utilisé sans que vous vous en rendiez compte des fois pour certaines choses. Il est un peu limite pour faire du dev. La Sonnet qui est très bien, Ouais. Opus x2 et maintenant Fable x2, quoi. Ok. OpenCode est un curseur-like et j'ai quelle différence entre OpenCode et VS Code? Alors c'est un peu différent parce que en fait, et c'est pour ça que j'aime bien le terminal, même si je le conseillerais pas forcément à tout le monde, c'est qu'en fait on voit pas du tout le code. En fait, VS Code, je peux lancer VS Code, c'est un IDE, c'est ce qu'a l'habitude d'utiliser les développeurs. Et en fait, dans VS Code, l'idée, c'est que vous allez vraiment regarder le code. Je ne sais pas quel projet va s'ouvrir. Mais donc, vous voyez, vous avez ici tout votre code. Ouais. Et puis, vous regardez le code et voilà. De toute façon, là, on voit bien. Vous avez 3 panneaux, en gros. Les fichiers d'un côté, le code au milieu, et tout à droite, l'IA. Bon, là, c'est en train de se charger. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé VS Code. Mais en fait, avec le terminal, ça vous fait une abstraction beaucoup plus. En fait, vous n'avez que la partie où vous discutez avec l'IA. Tout le reste vous est caché. Donc voilà, c'est ça la différence. Je ne sais pas si c'est très clair. Cursor, c'est un fork de VS Code. Il y en a plein, hein, c'est tout la même. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle des IDE, des environnements de développement pour les développeurs. Fondamentalement, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça va produire du code qui va être sur votre ordi. Et c'est là où il y a des petites subtilités parce qu'en fait, après, il faut le contexte d'exécution. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien Zeit et Lovable, malgré qu'ils soient un peu moins à la mode que les autres. En fait, Zeit et Lovable, en fait, ils font tout ça pour vous. Vous n'avez pas à vous poser de questions. On va le voir à peu près, hein, mais en fait, là, moi, mon OpenCode, il est en train d'écrire du code. Ce code, il est sur mon ordi. Je peux aller trouver le dossier. Il y a plein de fichiers qui sont en train de se créer, sauf que j'y comprends, je ne les lis pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de toute façon de les lire si je les lis. Alors attendez, je ne sais plus comment je l'ai appelé, proto, quelque chose, voilà, ici. Donc vous voyez, il y a tous ces fichiers déjà qui ont été créés. Ouais. Tous ces fichiers, pour que je puisse voir, et j'espère dans 5 minutes à peu près, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble, je vais devoir lancer une commande, c'est-à-dire exécuter ce JavaScript, puisque là c'est un projet en React, exécuter ce JavaScript pour le voir. Donc ça c'est le rendu, c'est ce qu'on appelle le contexte d'exécution local. Et ensuite, c'est à différencier de l'hébergement. D'ailleurs, il y a plein de blagues sur Twitter comme ça, des gens qui ont partagé localhost 8000 en pensant que ce qu'ils exécutaient localement, c'était un site web qui était accessible à tout le monde. Et en fait, pas comprendre cette différence entre l'hébergement et le contexte d'exécution. Mais ça, c'est des notions un peu techniques. Mais si vous voulez faire du vibe coding éclairé, j'ai envie de dire, ça, c'est fondamental à comprendre. Et ça revient à la première slide que tu as montrée tout à l'heure. Les fondamentaux. Et exactement, ça fait vraiment partie des fondamentaux. Et très franchement, je veux dire, si ça vous paraît technique, c'est normal, hein. C'est pas évident. Moi, j'ai formé beaucoup de développeurs. Ils mettent un peu de temps à comprendre ça, hein, les jeunes, quand ils apprennent à devenir dev. Mais c'est là où un super usage de l'IA aussi, c'est de lui demander de vous expliquer tout. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, admettons, vous avez un ordi qui est vierge, vous installez OpenCode dessus. Il va vous dire, en fait, ah bah ok, je t'ai fait tout ton code, mais maintenant je ne peux pas l'exécuter parce que tu n'as pas installé NPM, tu n'as pas installé Node. C'est probablement des choses qui ne vont rien vous dire, mais vous pouvez lui demander, bah, c'est quoi NPM, c'est quoi Node, il va vous expliquer. Et ça, si vous voulez, et je sais que ça prend du temps et ce n'est pas forcément la tendance. En ce moment, on a l'impression que les gens veulent aller super vite et ouvrir 4 terminaux en même temps et faire n'importe quoi. Moi, je pense que voilà, vous gagnerez tout à être en contrôle, à comprendre ce qui se passe. Encore une fois, bon, là, je parle en même temps, je ne lis pas vraiment ce qui se passe à l'écran, hein, mais bon, en temps normal, je le ferai, quoi, parce que voilà, je trouve que ça a de la valeur. Ou alors, on choisit de vraiment tout délaisser à l'IA, et puis voilà, quoi. Ok, j'ai pas mal de questions autour du Ouais, vibe coding, un peu en entreprise, j'ai envie de dire, tu vois, environnement métier complexe, finance, assurance, dont les règles métiers auront des impacts forts. J'en ai une autre sur quelle est votre réponse face à des entreprises réticentes à l'idée d'utiliser ces outils pour des raisons de confidentialité. Donc, en fait, il y a deux grosses questions qui ressortent là, des questions dans le chat. C'est en gros, comment ça se passe en entreprise, le vibe coding en entreprise. Et le deuxième, c'est comment ça se passe
pour tout ce qui est données sensibles, sécurité des données, etc. Alors, je vois que c'est arrivé, le résultat. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite ou on prendra la réponse. Non, mais je vais essayer de faire la transition entre cette question et justement ce qui vient de s'afficher. Ouais. Parce que, en fait, c'est un vrai sujet, la sécurité. Il ne faut pas du tout la prendre à la légère. Et en fait, ça fait partie je ne l'ai pas vraiment montré, mais c'est vrai que c'était là dans la slide mise en production. Là, c'est là le sujet de la sécurité et de la maintenance et tout, quoi. C'est pareil, c'est très compliqué. Les gens en parlent assez peu sur LinkedIn et quand on fait. Mais donc vous avez raison. Et c'est là où on revient à cette notion d'environnement. Si vous bricolez des choses que vous ne comprenez pas vraiment, que vous les mettez en ligne sur un back-end que vous ne comprenez pas, sur une base de données que vous ne maîtrisez pas vraiment, que vous allez mal sécuriser, vous allez avoir des problèmes et je vous invite vraiment à ne pas le faire. Ça, c'est le vibe coding pas éclairé. Par contre, c'est là où on peut trouver l'intérêt d'outils comme Zeit. Et encore une fois, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas pour faire de la pub. Et c'est aussi là où on trouve l'intérêt des outils no-code un peu traditionnels, des outils comme Software, des outils comme WeWeb. Vous avez un contexte Zeit, donc là, cette application qu'on voit à l'écran, elle n'est pas hébergée chez moi. C'est pas moi, c'est eux qui gèrent la sécurité pour moi. C'est eux qui l'hébergent. Si je fais publish, je peux le faire, hein, d'ailleurs, hop, on peut faire publish. Je suis safe. Bon, déjà, là, il n'y a pas de données de toute façon, mais je pourrais donner le lien à tout le monde, pourrait aller voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Hein. D'ailleurs, je veux le faire tant qu'à faire. Je ne dis pas que ça reste du code généré par de l'IA, mais les données ne sont pas chez moi. Et donc, Zeit, il propose un système de base de données. Il propose des choses donc, qui vont en fait vous permettre de vous abstraire de ça. Et ça, c'est un truc qu'on dit depuis longtemps hein, dans le no-code. C'est une bonne idée de mutualiser en fait la sécurité. Et en fait, se dire, les bases de données de Zeit, je sais qu'elles sont sécurisées. Ce n'est pas parce que c'est moi qui les ai sécurisées, c'est parce que Zeit, ils ont intérêt à les sécuriser pour moi et leurs 10 000 autres utilisateurs, quoi. Donc voilà, mais c'est un vrai sujet, je ne veux pas comment dire, le diminuer. Il y a eu plein d'histoires terribles de données qui ont fuité parce que les gens ont vibe codé des choses. Et donc, c'est là où vraiment il faut se former, quoi. Ouais, avec Zeit, tu peux extraire le code et le commit sur une branche dans ton environnement, ou est-ce que ça Alors, reste vraiment dans alors la... ça, c'est l'autre volet de la pièce, c'est un bon point, une bonne question. Alors, tu peux récupérer le code, sauf qu'en fait, le fait, c'est que comme tu utilises le back-end de Zeit, c'est pas vraiment fait pour. Et notamment, il n'y a pas de connexion à GitHub. Parce qu'en fait, le code que tu récupérerais ne serait pas complètement fonctionnel parce qu'il dépend, notamment si tu utilises les bases de données de Zeit, tu ne pourrais pas le faire vivre ailleurs, en fait. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est un peu pareil. Lovable, c'est plus ou moins la même chose. Ils sont un peu, il y a des subtilités. Et c'est là, encore une fois, où il faut être éclairé et comprendre bien ce qu'on fait, quoi. Mais donc, on est, par exemple, Zeit, c'est effectivement un des revers de cette pièce. Ils gèrent la sécurité pour vous. Par contre, vous êtes un peu fermé avec eux. Ouais. Donc, c'est là où il faut bien comprendre. Par exemple, pour l'instant, le projet tel qu'il est, qu'on est en train de faire aussi avec OpenCode, on va aller voir après, c'est un projet qui est 100% safe parce que c'est que du code côté client. Donc, il n'y a aucun risque de fuite de données. C'est quand on commence à avoir un back-end qu'il y a des problèmes, globalement. J'ai une question juste pour rappeler notre démarche, mais pourquoi on a ouvert Zeit d'un côté et OpenCode de l'autre? Là, l'idée, c'est juste de les mettre un peu entre guillemets en concurrence, voir les propositions qu'ils vont nous faire, et puis surtout sur Zeit de pouvoir proposer une V2, là où OpenCode, on va essayer plutôt, si je ne me trompe pas, de l'héberger ensuite Exactement. côté Vercel ou Netlify. Voilà, c'était juste pour Exactement. répondre rapidement à cette question. Et ça peut permettre aussi, je pense, de voir que globalement, la plupart des outils maintenant arrivent à faire des choses. Et voilà. Donc, juste, on va tester rapidement. Participants, on va mettre, alors, par exemple, hop, Alexis, Raph. Ah, il m'a mis un petit renard, ça fait plaisir. J'aime bien les renards, bon, c'est le hasard, mais c'est bien tombé. Voilà. Voilà. Donc, on a ça. Donc, bon, le timer, ça n'a pas trop de rapport avec les participants. Ça marche. Icebreaker. Petite question surprise. Alors, Raph, quel est l'emoji qui te représente le mieux aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire Le nounours, bien sûr. Non, c'est un. Non. Autre question. Si tu pouvais te téléporter n'importe où. La pause déj, ça serait où? C'est une bonne question, ça. Aucune idée. La pizzeria à côté de chez moi que j'aime beaucoup, sans faire de pub. Je donnerai pas le nom.
Donc voilà, bon. Alors, comme le dit Tanguy, alors quand tu dis ça marche pas, Tanguy, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça, c'est important de. Effectivement, tu vois pas la même chose que nous, puisque pour l'instant, cette application, elle est individuelle, donc on voit chacun chose. Par contre, j'ose espérer quand même que le lien que je vous ai partagé fonctionne et que vous pouvez vous-même utiliser cette application si vous aviez un truc à animer, quoi. Ouais, moi je suis dessus et ça marche très bien. Je peux voilà, ajouter, créer un post-it. Alors, juste, on va retourner là. Alors, c'est un peu long côté Open Code. J'ai été un peu bête. En fait, j'aurais dû. Voilà, j'ai péché par excès de technologie. J'aurais dû mettre DeepSeek V4 Flash qui est plus rapide. Donc là, vous voyez que ça mouline un peu. On n'est que à 17 centimes. Ça va. 3% de contexte. On peut faire la V2 sinon de Zeit, hein, puisque tu voulais aller plus loin. Exactement, exactement. Et ben, on va tenter ça. On va tenter ça. Justement, voilà, on va faire. Multiplayer, c'est parti. Le but, c'est de faire le multiplayer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, je vais lancer l'audio. Voilà. Alors, il y a un truc de transcription d'ailleurs dans Zeit, mais bon, je vais l'utiliser avec mon. Hop, merci pour cette application. Tout fonctionne parfaitement comme attendu. J'aimerais que tu me proposes une évolution, que tu me fasses le plan pour rendre cette application multi-utilisateur. Et par cela, j'entends qu'il y a une seule application, mais que les autres participants peuvent se connecter sur cette application et voir donc apparaître, c'est-à-dire inscrire eux-mêmes leur nom, et puis être comme les participants de ma session. On ne va pas pour l'instant faire quelque chose de multi-utilisateur avec plusieurs sessions en même temps, sinon ça va être le bazar, mais déjà juste pour que ça soit en temps réel et que ce que j'affiche moi sur mon écran, les autres participants voient la même chose. Que, notamment quand on est dans le vote et les post-it. Voilà. Ça, c'est. En fait, le côté multi-utilisateur, il y a quand même pas mal de subtilités. On va voir comment il va se débrouiller parce que, en fait, il pourrait y avoir aussi un cas où quand on clique sur timer, il fait basculer tout le monde sur timer. Enfin, ça pourrait être un peu le bazar, on va voir. Et donc, ce qu'on va faire pour ça, comme c'est une fonctionnalité un petit peu plus sophistiquée et que j'ai juste fait un audio de 40 secondes, c'est que je vais utiliser la fonction plan, qui est assez remarquable et je serais curieux d'avoir d'avis de PM justement sur cette fonctionnalité. Donc voilà, on envoie comme ça, un peu brut, et on va voir ce que ça donne. Je switch. Alors, l'application est prête, tous les 5 lots. Alors désolé, on switch un peu, j'espère que ça ne fait pas trop de context switching comme on dit maintenant dans les IA. C'est cool. Donc voilà, donc l'application est prête, il a tout implémenté. Alors vous voyez, alors ça c'est les trucs un peu bizarres, hein, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il avait fait un seul truc de la to-do, puis en fait il était en train de travailler en parallèle. Ça c'est des choses que les agents font maintenant, en fait ils spawnent des sous-agents, et donc il y a des trucs un peu en parallèle. Bref. Donc là vous voyez, donc tout ce code il est chez moi, donc ça vous ne pourrez pas y accéder. Donc là ce qu'il va falloir c'est que je split mon terminal, et je vais faire npm run dev. Npm run dev, ça lance l'exécution, et donc ça me l'ouvre ici dans le terminal en localhost. Donc, sur mon ordi à moi, encore une fois, on ne pourrait pas y accéder. Donc là, c'est normal. Si vous essayez de taper ça, ça ne marchera pas. Alors, on voit que le design est relativement similaire. Il m'a mis plus de post-it, enfin, plus d'emoji. Moins de couleurs. Moins de couleurs, ouais. Moi, j'aime plus ça. En fait, j'aime pas du tout les emojis dans les sites. Je trouve que ça a été trop utilisé dans les applications. Mais voilà, donc il y a un peu tout, participants. Un peu celui-là, il ressemble un petit peu à ton site où tu héberges tes Twitch. Je trouve Ouais, exactement. Ouais. C'est clair. Il est très proche de ta DA en fait. Hein. Bon, après, Ouais. tu as fourni le design system dans celui-là, non? Ton design Ouais, dans les deux, dans le PRD, il y avait à chaque fois. Okay. Bon, on va pas les tester. Bon, juste, on va peut-être regarder l'icebreaker. Ah, là, c'est vraiment très, très proche de ton design system, celui-là, avec le jaune et le noir et tout. Ouais, ça colle, c'est un des trucs de Zeit. Il est un peu moins précis sur le design parce qu'il part du principe que Zeit, c'est quand même plutôt prévu pour faire des business apps, donc des applications métiers. Et donc, bon, le design un peu moins. Bon, il a quand même respecté, hein, mais pas. Voilà. Puis après, il y a une question de modèle aussi. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans la subtilité. Et ben voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en ligne, si ça te va. Ouais, carrément. On va laisser. Alors, comment ça se passe pour mettre en ligne? Alors là, ça va devenir un petit peu technique, mais encore une fois, ça fait partie de cette culture générale. Je vous montre un peu vite et vous pourrez creuser. D'abord, il faut que j'aille dans GitHub. GitHub, c'est l'endroit où on va versionner son code. Où on va versionner, ça veut dire le sauvegarder quelque part. Et puis, ça permet aussi de
garder les différentes versions, ce qui est très utile quand on est développeur pour revenir en arrière si on a cassé quelque chose. Voilà. Et en fait, GitHub, c'est devenu une plateforme qui permet de centraliser en fait beaucoup d'outils. Et donc, en fait, c'est à partir de là qu'on va déployer. Donc, je vais vous montrer. Déjà, ça, c'est important en soi. Ce n'est pas qu'une question d'hébergement. C'est juste que, imaginons que là, mon projet, j'en sois vraiment content, j'ai envie de le sauvegarder. Je ne vais pas le mettre sur une clé USB ou je ne sais pas quoi avec le dossier proto V1, B2. Enfin, non. Donc, voilà. Hop, proto app, je ne sais pas comment l'appeler, animation. Animation. Alors, je vais laisser en public, mais je pourrais mettre en privé. Si je travaillais pour un client, je mettrais en privé. Hop, je fais ça. Et comme ça, en fait, vous pourriez aussi accéder à ce code. Je copie cette ligne, tout simplement. Et là, je vais dire... Et alors ça, c'est quelque chose que je n'incite pas trop les gens à faire dans les formations, mais que je vais faire. Je vais dire, vas-y, commit et push sur GitHub. Et en fait, quand je lui dis ça, comme il est intelligent, DeepSeek, il va savoir que d'abord, il doit initialiser le repository. Il doit faire un certain nombre de choses. Et le code, je pense que c'est bien d'apprendre de le faire à la main. Ça, c'est en tout cas peut-être mon passé de dev aussi qui me fait dire ça. Mais bon, néanmoins, c'est quand même assez pratique. Git, donc, qui est le logiciel de versionning sur lequel repose GitHub, c'est quand même un peu, c'est un outil pour les devs. Hein. Donc, je peux comprendre que ça n'emballe pas tout le monde de taper des lignes de commande. Mais voilà, donc il a fait tout ça pour moi. Il a fait un certain nombre de commandes, git add, git remote. Et donc là, si je rafraîchis, je vois que j'ai tout mon code. L'avantage de ça, ah oui, alors je vais lui dire un autre truc. Est-ce que c'est prêt pour être déployé sur Netlify? Netlify, c'est un hébergeur. Voilà, ça, c'est le dernier bout de notre pipeline de développement, comme on dit. C'est l'hébergeur. Alors, des hébergeurs, il y en a 1 milliard. Moi, j'aime bien Netlify pour ce que je vais vous montrer, c'est que vraiment, en un clic, on va se retrouver avec une application. On pourrait mettre ce code sur OVH, sur Gandhi, sur Yonos, ce que vous voulez. Le concurrent le plus connu de Netlify, c'est Vercel. Enfin, c'est d'ailleurs plutôt Vercel, je dirais, qui est connu, et Netlify, c'est le concurrent. Donc voilà, donc là, il a tout fait. Il m'a préparé le fait que ça me simplifie la vie dans Netlify. Et vous voyez, il me donne des instructions. Ça, c'est le truc qui est vraiment intéressant. Et si vous avez envie d'être un peu éclairé, c'est vous pouvez dire, mais OK, explique-moi pourquoi je dois faire un port ou je ne sais pas, n'importe quoi. Enfin, donc là, j'ouvre Netlify. Hop, login. On est pas mal niveau timing, non? On va arriver peut-être à avoir d'un côté le multiplayer qui s'est terminé, le déploiement. On est très, on est au top. Les gens ne pourront pas regarder en x1.5 ou x2 le replay parce que ce sera beaucoup trop rapide. C'est vrai. Désolé pour ça. Et encore une fois, c'est génial. C'était un challenge en 1 heure de donner un peu de contexte et en plus d'aller essayer de dev tout ça. Franchement, gros challenge. Donc là, j'ai connecté Netlify à GitHub. On peut le connecter à d'autres, hein, d'ailleurs. GitHub n'est pas la seule plateforme qui permet d'héberger du code. C'est la plus connue. Et donc, quand je connecte, en fait, il me pré-remplit les choses parce que dans le code, il y a un petit fichier qui s'appelle netlify.toml et donc qui lui donne les différentes instructions. Je n'ai pas eu à le faire, très franchement, je ne saurais même pas vraiment le faire. Et il a tout mis. Donc là, moi, j'ai rien à faire de spécial. Je vais juste lui donner un nom, proto, on va appeler ça Hop Live. Et ça, c'est parce que c'est ce que tu as donné dans OpenCode depuis ton terminal. Et c'est DeepSeek, en fait, qui t'a sorti ça, en fait. Ouais, DeepSeek qui a sorti ça, OpenCode qui l'a écrit sur mes fichiers, puis qui a été commité et poussé vers GitHub. Et donc, Netlify, il y accède depuis GitHub. De la même manière qu'un autre développeur pourrait y accéder aussi depuis GitHub. Ouais, on aurait été dans Claude Code dans le terminal, puisque en fait, tu peux ouvrir Claude Code depuis le terminal. En fait, ça aurait été pareil, en fait. Ça aurait été exactement pareil. Et même là, ce projet, je pourrais fermer OpenCode et ouvrir Claude Code et demander des trucs à Claude, ça marcherait pareil. Ça, c'est l'avantage par rapport à un Zeit ou un Lovable. Alors, Lovable, on peut aussi commiter sur Git et récupérer les choses en local. Mais c'est moins évident. Ouais, c'est plus fermé, c'est normal, ils essayent que tu passes le plus de temps sur leur app et que tu payes. Exactement. Le business model.
Exactement. Exactement, parce que eux, ça leur coûte aussi, tous les tokens d'IA, etc. Je pense qu'ils font assez peu de marge là-dessus. Donc, eux, ils peuvent gagner de l'argent sur le volume, déjà, et puis sur les fonctionnalités d'hébergement, quoi. Et donc là, vous voyez, bon, bah, il y a tout le pipeline de production. Et donc, ça y est, c'est live. Et donc là, pour le coup, vraiment, ce code, vous l'avez vu en quelques minutes, eh bien, il est accessible. Et donc, cette application, encore une fois, cette version-là n'est pas multiplayer, mais ça, vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Ouais. Vous pourriez même récupérer le code ici, puisque c'est open source, on va dire. Vous pourriez même me proposer des améliorations. Et voilà, on arrive complètement là sur un peu comment on peut fonctionner un petit projet de dev, voilà, version à l'heure du vibe coding, quoi. Ouais. Et Netlify, c'est gratuit, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Après, il y a peut-être un certain nombre de... Netlify, c'est gratuit. Ouais. Franchement, moi, j'ai plein de projets. Pour l'instant, j'utilise en gratuit. Ah ouais, En fait, ils sont assez malins. Netlify, c'est un peu cette nouvelle génération de startups. Ils font payer les entreprises. Ouais, ok. Ou alors, sauf si vous avez des sites avec vraiment des millions de... Utilisateur. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas mal de sites. Alors, pas du tout avec des millions d'utilisateurs, heureusement, mais par contre, j'ai beaucoup de sites chez eux. Et je suis toujours sur le plan gratuit. On revient à Zeit rapidement. Alors, j'ai pas pensé que, en fait, comme on l'a mis le mode planning, il nous pose des questions. Eh ben oui. Comme un bon PM. Alors, comment distinguer l'animateur des participants? Le premier, l'animateur, un mot de passe ou un code secret pour devenir animateur. C'est une bonne question, je n'y avais pas pensé, vous voyez. Hein, donc, bon, si j'avais un petit peu plus travaillé, bon, on va dire le premier est animateur. Ça risque d'être un peu le bazar. Bon, sinon, on va mettre un code secret, mais de toute façon, tout le monde va le voir. Bon, allez, on va dire le premier est animateur, c'est pas grave. Ouais, Les participants votent eux-mêmes sur leur appareil. Oui, parce que ça, c'est une évolution par rapport à tout à l'heure, je lui avais dit, c'est l'animateur qui saisit les votes. exact. Les participants ajoutent leur propre post-it. Et que voient les participants quand vous naviguez entre les outils? Ils peuvent naviguer librement. Voilà, parce que ça, sinon, on a eu le cas d'ailleurs, on avait fait un outil un peu comme ça chez Contournement. Et en fait, au début, quand quelqu'un cliquait, tout ça changeait pour tout le monde et on ne comprenait pas, ce n'était pas vraiment prévu. En fait, on n'arrivait pas à savoir si c'était un bug ou une feature par rapport à la personne qui avait fait. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si on aura le temps peut-être de déployer cette solution, mais par contre, j'aimerais vraiment bien vous montrer le plan qui va nous sortir. Parce que Zeit, en fait, c'est assez étonnant. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps en fait, une nouvelle version de leur plan V2, ils appellent ça. Et en fait, dans ce plan, il y a des petits mock-ups aussi. En fait, il n'y a pas que du texte. Et ça, c'est aussi assez intéressant parce que sinon, ça fait des... Là, le PRD que Claude nous a fait, c'est quand même beaucoup, c'est un énorme pavé de texte, bon, avec quelques tableaux, mais c'est bien de... On est à une époque où, en fait, on a envie d'avoir des documents un peu plus riches, avec des schémas, avec des... Ça, c'est vrai un peu de manière générale hein, sur l'IA et les travail avec les LLM. J'ai une petite question aussi. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, non, c'est fini. Qui peut être pas mal. Si on a une machine avec suffisamment de RAM, est-ce qu'on peut installer LM Studio ou Ollama et connecter OpenCode avec? Ouais, carrément. Malheureusement, je n'ai pas de machine, mais carrément, et j'aimerais beaucoup, à vrai dire, parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et en plus, il y a des modèles récents, comme Gemma 4 et Qwen 3.6, je crois, 3.7, qui peuvent tourner en local, bon, avec quand même une bonne machine, 16-32 Go de RAM, et plutôt des Mac, en fait, avec de la mémoire unifiée et tout. Non. Mais et ça marche bien avec OpenCode. Et le fait d'avoir le LLM en local, apparemment, ça fonctionne bien, quoi. C'est performant et c'est sécurisé, effectivement, et gratuit, quoi. Cool. Et ça permet de préserver la confidentialité des données. Yvan rebondit dessus. Ouais, jusque... Alors, théoriquement, par exemple, OpenRouter, il y a une petite case à cocher dans son compte où on peut dire... Parce que OpenRouter, en fait, il vous connecte à plein d'API et même un modèle peut être fourni par plusieurs providers. Et en fait, on peut lui dire, je veux utiliser uniquement les providers qui ne conservent pas les données. Ah ouais. Ça paraît, je crois que c'est déclaratif, donc bon, on peut quand même mettre en doute. C'est comme OpenAI qui nous disent qu'ils n'utilisent pas nos données. Bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Google, il nous avait jamais prévenu qu'ils utilisaient nos données. Bon, donc, mais en tout cas en local, ce qui est sûr, c'est que oui, là, on est sûr, quoi. Et Pokémon Go non plus d'ailleurs. Hein. Ouais, bah exactement. Non, mais malheureusement, on s'est fait piller nos données pendant des années, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. C'est ça qui a permis de construire les LLM aussi en partie, d'ailleurs. La fameuse phrase quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Ouais, exactement. Bah, elle est toujours vraie, hein, je pense. Hein. Voilà. Pas de Alors freelance. on a le plan du coup, ça y est.
Ouais, donc voilà, là, vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, vous voyez qu'ils font des petits mock-ups, des petits sketchs, en fait, je trouve assez rigolo, quoi, pour vraiment se projeter. Donc là, notamment, ce truc-là, on lui a pas du tout designé ni rien. Donc bon, c'est un peu trivial, hein, c'est le prénom, mais bon, comme ça valide. Voilà. Et là, il vous dit aussi, donc c'est intéressant aussi dans son plan, il vous fait le schéma des bases de données qu'il va créer. Et donc ça, c'est des bases de données qui sont chez Zeit. Zeit, c'est vraiment fait pour utiliser dans leur écosystème. Vous pourriez, Zeit à la base, c'était connu parce qu'on pouvait le connecter à Airtable. Ah ouais. Vous pourriez faire ça dans Airtable. Enfin, vous pouvez lui demander de le faire dans Airtable. Mais il y a des problèmes de performance, il y a des problèmes de... Autant tout avoir ici, si on fait confiance à Zeit, et si... Enfin, voilà, c'est toujours le même truc avec les providers. Hein, si on accepte d'être... voilà, c'est un outil qui est américain, malheureusement. Dans les alternatives que je peux vous recommander, mais qui ne sont pas exactement pareilles, mais qui sont un peu plus no-code, il y a Softer, qui est allemand, et WeWeb, qui est français, américain. Voilà. Mais qui sont un peu moins IA, parce que c'est plus qui viennent plus du no-code à la base. Mais l'avantage de ces outils-là, c'est que par contre, on peut tout modifier aussi à la souris. Zeit, la moindre modif que vous voulez faire. Alors, pas vraiment, bon, je ne peux pas vous montrer, mais... Enfin, si, non, je vais juste vous montrer un truc. C'est que Zeit, on peut éditer certains trucs. Par exemple, si vous voulez juste modifier un texte, Ouais. alors là, c'est les textes qui sont dynamiques, donc ça ne va pas être vrai, mais on peut modifier certains éléments. Ouais, voilà, là, par exemple, je peux mettre cockpit d'atelier, je peux changer le texte sans avoir à solliciter l'IA. C'est cool. Je peux changer la taille, etc. Là où OpenCode, pour le coup, faut aussi le taper, quoi. Ouais, alors voilà, là, tous les outils en terminal, tu peux que lui passer par l'IA, quoi. Ouais. Super clair, super clair. Bon, je lance pas le plan, enfin, si tu veux, mais je pense que ça va mettre quand même pas mal de temps à mouliner. Non, mais je pense qu'on a, Vous avez franchement, compris l'idée. ouais, on a compris l'idée, on a bien balayé, c'est fou quand même en 1 heure ce qu'on a pu faire. On va peut-être prendre quelques questions avant Ouais, de se laisser. avec plaisir. Donc il y a Tanguy qui pose on peut publier un design system dans GitHub? Moi, je vois pas de... Bah oui, carrément, parce qu'en fait, moi, mon design system, Il est en Markdown, c'est du code, c'est du et code. c'est du code qui est versionné sur GitHub et déployé sur Netlify. C'est un site web. Mais on pourrait le mettre que sur... là, le truc en Markdown, ouais, je pourrais le mettre que sur GitHub et mettre le lien vers GitHub et le partager. Enfin, bref, vous pouvez l'héberger n'importe où. Ça pourrait être une page Notion aussi, hein. Une page Notion publique, mais on peut mettre sur GitHub. Ouais. Alors ça, on a répondu. Bon, En fait, le seul truc, c'est qu'il faut juste prévoir que les LLM puissent, que ça soit public pour que les LLM puissent y accéder, quoi. Comment sécuriser les données sensibles dans une démarche de vibe coding? Bon, ben, la réponse un peu facile, c'est que si vous avez des données sensibles, faites pas de vibe coding. Ça Ouais. serait peut-être... Après, tu peux anonymiser, tu vois, tu anonymises les données Ouais. et après, tu récupères, enfin, tu modifies après le code. Bien évaluer la sensibilité des données. C'est-à-dire que là, par exemple, notre petit outil, s'il était en mode multiplayer, est-ce que ça serait grave si les post-it des gens fuitaient, par exemple? Il y a des contextes où ça peut être grave, hein. Je veux dire, je dis pas, mais c'est évaluer ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça, je dirais, mais sinon, après, c'est travailler avec des professionnels aussi, hein. C'est ça, utiliser des backends sécurisés et qui soient bien sécurisés. Le backend le plus connu aujourd'hui, c'est Supabase, dans le contexte du vibe coding et de l'IA. Supabase, c'est un vrai outil de dev. C'est très facile de mal le configurer. Les IA, jusqu'à récemment, n'étaient pas très bonnes pour bien le sécuriser. Et c'est là où le mieux, c'est demander ou payer une prestat d'un dev si vous êtes dans un contexte pro, un expert qui vient, j'en connais, je peux vous en citer si vous voulez, qui viennent et puis qui vous aident à sécuriser ça, quoi. Ouais, et puis j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se posent moins la question quand ils vont parler à Claude pour être challengés. Mais pour Vibe Coder, on se pose la question. Je pense qu'il faut vraiment avoir un truc très holistique et Ouais, 100% global. d'accord. Ouais. Tu vois, un regard global et se dire, OK, là, je suis sur effectivement, évaluer la sensibilité des données. Et puis, quand tu bosses dans enfin, si de la question, elle est aussi posée au regard d'une entreprise, tu as aussi, tu vois, une équipe généralement, une équipe RGPD, une équipe légale, une équipe SSI. Et évidemment, faut pas hésiter à aller les solliciter pour leur poser la question. Parfois, tu as même une équipe data gouvernance, etc. Et eux-mêmes aussi Exactement. déjà posé des surcouches
de sécurité, etc. Donc voilà, je pense que quand on est dans un cadre d'entreprise, il faut quand même s'appuyer sur les gens dont c'est le métier et l'expertise. Et après, quand c'est sur des projets perso, effectivement, faire juste le taf soi-même de jusqu'où on est prêt à aller donner, fournir des données, quelle est la sensibilité des données, éventuellement les noter, se faire sa propre grille d'évaluation, etc. Et se dire, bon, voilà, c'est sûr que si tu te fais une app perso dans la santé ou sur tes propres données de santé liées à la santé autour du sport, par exemple, faut peut-être éviter, quoi. Après, après voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je vois, alors attends, j'ai Carole qui me dit, tu as construit comment ton design system, des bonnes pratiques à partager pour pouvoir le réutiliser facilement. Bon, tu en as un peu parlé, hein. Soit en Markdown, soit dans le code, après le mettre dans GitHub. Après, comment tu l'as construit, ça, je te J'ai laisse. construit avec Claude. Ouais, J'ai construit avec Claude, je lui ai dit les choses que j'aimais bien, je lui ai donné des références. Pour moi, le design, quand on n'est pas designer, c'est une question de référence. C'est-à-dire que moi, je suis allé sur Dribbble. Le mot néo-brutalisme, je ne le connaissais pas il y a un an et demi. C'est en allant regarder des designs, en me disant, tiens, ça, j'aime bien, j'aime bien. Enfin, et puis voilà, après, j'ai travaillé avec Claude, c'est lui qui a généré tout ça, quoi. Yes. Et il y a Claude Design, effectivement, maintenant, ainsi, qui est une surcouche de Claude, qui est un peu plus spécialisée là-dedans. Et il y a le concurrent chez Google qui s'appelle Stitch, qui est aussi assez intéressant. Ouais, Google Stitch. Ouais. Mais c'est culture, hein. Franchement, se renseigner déjà, c'est arriver à trouver ce qu'on a envie de faire dans le design et pourquoi aussi. Yes. Moi, on va s'arrêter sur les questions parce que ça a été bien intense, bien dense. C'est le moment pour moi de te remercier infiniment, Alexis, d'être venu partager ton savoir, ta connaissance. Avec plaisir. Et puis, si il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn ou sur le Slack de No Code France. Le Slack de No Code France, pour ceux qui n'y sont pas, c'est un très bon endroit aussi où discuter d'IA, de vibe coding, de toutes ces choses-là, avec des gens qui ont toute l'expérience aussi du mouvement No Code. Donc, il y a des discussions super intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, sinon, moi, je suis dispo. Et le petit livre aussi. Voilà. Ouais, le vibe coding éclairé, ton livre que je suis en train de terminer, j'ai bien avancé et qui est vraiment très intéressant et qui donne vraiment des bonnes clés pour vibe coder et avoir un bon mindset de vibe codeur éclairé. Donc, Ouais. donc c'est cool. Merci encore, Alexis. Merci à toutes et tous de vous être connectés et d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci, à bientôt. Ciao. Merci, salut. Salut.